Écoute, ma jeunesse, j'étais dans une famille aimante, euh, qui n'était pas du tout, qui n'avait pas du tout la fibre artistique. Je crois me souvenir que quand j'étais jeune, j'avais demandé un piano à mon père et il avait dit non. Mes parents étaient des petits commerçants, enfin c'était des fruits de l'immigration juive d'Europe de l'Est, hein. Et donc, mon père, qui était quand même un intellectuel, mais bon, pas pour croûter, il vendait des chaussures, hein, tu vois, c'était pas du tout dans le. Voilà. Et ma mère vendait des fringues. Et puis, mais j'avais une relative liberté quand même, puisque dès l'âge de 14 ans, j'ai pu aller voir mes premiers concerts. Bon, avant, j'avais été à l'école, j'avais intégré le lycée, j'étais un élément dissipé, mais relativement bon, mais on déconnait bien. J'ai fait 7 ans au lycée Buffon, j'en garde des super souvenirs, dont mai 68, j'étais en première. Et j'ai commencé à m'intéresser à la musique. Mon premier 45 tours, ça devait être Apache des Shadows en 1960. Donc j'avais 8 ans. Après, on avait un petit EPAS à la maison. Puis après, on a réussi quelques années plus tard à avoir un truc stéréo. C'était super. On écoutait de la musique dans ma chambre avec mes copains. Puis j'ai commencé à gratouiller de la guitare vers l'âge de 13-14 ans. J'ai fait des très gros progrès. Et après, depuis, je stagne, hein. Depuis l'âge de 18 ans, je stagne à peu près. Donc j'ai commencé à monter des petits groupes. J'étais très très branché musique, hein. J'écoutais beaucoup de musique. J'écoutais à l'époque Salut les copains, les émissions anglaises. Déjà, j'aimais pas la variété française. J'ai pas changé d'ailleurs, hein. Ça m'est resté. Et donc, j'écoutais Hendrix, les Beatles, tout ça, ça m'a quand même foutu une claque énorme. Mais je me suis pas dit que j'allais en faire mon métier du tout. Après, j'ai poursuivi des études. J'ai poursuivi, hein, le terme est bien choisi. J'ai poursuivi des études d'économie. J'ai quand même une maîtrise de sciences éco. Ouais, dans le rock'n'roll, il n'y en a pas beaucoup, hein, tu vois. Et puis, j'ai commencé, pour faire plaisir à mon père, qui voulait absolument qu'on ait une bonne situation, à faire des études d'expertise comptable. Oh, quel cauchemar, mais quel cauchemar. Et à cette époque, euh, je faisais, oui, oui, bien sûr, je faisais déjà au Bonheur des Dames, mais disons qu'au Bonheur des Dames, ce qui a marché très très fort, bon, on gagnait pas beaucoup de sous parce que d'abord on avait un pourcentage extrêmement ridicule, de l'ordre de 2,5% du prix de détail du disque, un truc comme ça, et bien qu'ayant eu un disque d'or avec Olefi, dont nous n'étions ni les compositeurs, ni les auteurs, ni les éditeurs, donc en fait Olefi ne nous a rien rapporté. En vérité, il y a des gens qui disent t'as dû te faire plein de bien avec Olefi, pas du tout. Olefi, c'est un titre américain euh, d'un d'un musicien qui s'appelle comment s'appelle-t-il, euh, Sugary de ça va me revenir, merde. Bon, ça va me revenir tout à l'heure. Je te dirai. Et donc il y avait eu une première adaptation française et nous on en a fait une autre adaptation. Euh, 7 ans plus tard, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai peut-être, et en rajoutant toutes les conneries, je suis sorti avec Marcel, qui c'est qui a dit de s'arrêter, tout ça, et là c'est devenu un tube. Mais en attendant, le matin j'étais à la fac, le soir j'étais sur les scènes, je préférais nettement ce qui était plutôt à partir de 14 heures, hein, voire plus tard. Mais quand même, je me disais, non, je vais peut-être pas en faire mon métier. Et donc, j'ai commencé des études d'expertise comptable. Et on m'a demandé, je fais qu'une année, hein, et on m'a demandé de faire la musique d'un film de cul, pour, je le dis, qui s'appelait Rétrosex, et qui était, je crois, les films faits par les frères Nathan, les éditeurs. Enfin, l'un était éditeur des films des années muets, des années 20, très très drôles, genre je vais à la cueillette des champignons, oh, qu'est-ce que c'est que ça et tout. Enfin bon, bref, très très bien. Et donc c'était le jour de mes examens, de mes oraux de comptabilité, et j'ai choisi de faire le film de cul. Et d'ailleurs, j'ai jamais été payé, c'était mes débuts professionnels. Et puis après, quand tout bonheur des dames s'est séparé, bon, enfin j'ai continué et tout ça. Donc je n'ai jamais concrétisé. J'ai tout oublié de mes études, fort heureusement. Voilà.
Alors mes premières, donc comme je t'ai dit, le premier 45 tours que j'ai acheté, c'était les Shadows avec Hank Marvin et ce merveilleux toucher de guitare. J'aimais bien ça. Bien sûr, après sont arrivés les Beatles, les Stones, tout ce qu'on a appelé le British Boom, dont j'étais extrêmement fan. Je passais souvent des vacances en Angleterre. J'ai vu une myriade de groupes, dont Hendrix, les Stones avec Brian Jones, Jethro Tull, tout ça. Je les ai à peu près tous vus, Led Zeppelin. Et alors ça m'a vraiment. Les Who, à Birmingham en 69, enfin bon, c'était extraordinaire. J'ai vraiment eu la chance de voir tout ça. Euh, et bien sûr, ça a influencé ma musique parce que depuis mon premier groupe qui s'appelait Yo, j'avais commencé déjà à écrire mes propres chansons. Donc j'ai vraiment là-dessus, ça fait quand même longtemps que je donne quoi, hein, sur l'écriture. Donc mes influences après, j'étais beaucoup plus british que américain. Hein. Moi, je me suis mis plus tard à aimer la musique américaine, de Laurel Canyon et tout ça, mais à cette époque j'étais vraiment plutôt anglais, rock. Bon, les Beatles évidemment m'ont profondément marqué encore aujourd'hui, hein, ça reste un de mes groupes phares, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, j'en parlerai. Disons au zénith de ce que j'aime, il y a beaucoup de choses, mais je retiendrai trois noms. Les Beatles, pour leur inventivité, le fait d'avoir brisé toutes ces barrières qu'il y avait avant. Euh, XTC, qui sont pour moi leurs grands suiveurs, le plus grand mélodiste derrière Lennon, McCartney, Andy Partridge. Euh, et un groupe que j'adore, qui me ravit encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, je sais si je les connais, j'écoute et je découvre des choses tellement la richesse de ce groupe est extraordinaire. C'est Gentle Giant. Voilà. Alors j'ai commencé la guitare donc vers 13-14 ans, en grattant mes premiers accords. Je crois que le premier morceau que j'ai su jouer, ça doit être For Your Love des Yardbirds. Et puis après, assez rapidement, j'ai commencé à copier les solos d'Eric Clapton, Peter Green, Hendrix comme je pouvais, hein, évidemment. J'ai fait d'assez bons progrès. On considérait qu'à l'époque, j'étais un des meilleurs guitaristes français. Je t'ai dit, j'ai beaucoup perdu depuis. Mais quand je suis en studio, je sais ce que je fais, je sais ce que je suis capable de faire, je sais surtout ce que j'ai envie d'entendre parce que moi je pense que il y a un métier qui est extrêmement négligé en France, qui est celui de... Alors, en France, ça s'appelle directeur artistique, en Angleterre, ça s'appelle producer, et moi, je suis au moins autant producer que auteur ou compositeur. C'est-à-dire que quand j'écris une œuvre, je pense bien sûr aux notes, mais je pense aussi, j'essaie d'imaginer, et je fais des maquettes d'ailleurs extrêmement précises et poussées, comment ça va sonner. C'est vachement important pour moi, et je pense qu'il y a des mecs, il y en a un de là, j'ai écouté des disques, à chaque fois que je vois son nom, je trouve ça fort formidable. Bon, personne ne le connaît, il s'appelle David Odlum, c'est un Irlandais, très très bon producteur. Je pense à la grande période de l'ancien mari de Suzanne Vega, qui a produit Los Lobos, qui a produit Randy Newman, comment s'appelle-t-il? Alors Mitchell Froome, c'est vraiment un super producteur. Crowded House, Suzanne Vega, avec Chad Blake, l'ingénieur du son. Je t'ai dit, il a produit également Los Lobos, Randy Newman, Richard Thompson, vachement bien. Vraiment un mec passionnant. Et Chad Blake, c'est un super géant du son aussi. Voilà, ouais. Et donc, souvent, je regarde les noms des producteurs quand j'achète des disques. Quoi. Il y en a par exemple les Kings, c'est très particulier, mais les Kings, tu vois, ça a jamais eu le son vraiment. J'adore hein, les Kings, mais il y a le son quand tu vois les Beatles. Putain, la production c'est quand même extraordinaire quoi. Ils avaient 3 ou 4 pistes hein, sur Sgt Pepper. Hein. Je crois que Sgt Pepper c'est 4 pistes synchro, donc à chaque fois. Mais bon, voilà, l'inventivité, la créativité de ces mecs-là, bravo quoi. Quand je vois la musique actuelle, ça fait peur. Bon, enfin bref.
moi j'ai un enregistrement, mais que je ne diffuse pas. J'en ai quand même un parce qu'on avait fait un disque souple dans les studios de la Mare à l'époque. On avait passé une audition chez Pathé Marconi, on n'a pas signé malheureusement. Je faisais déjà mes propres compositions. C'était des chansons. Il y a des gens qui disent que c'était du prog, mais non, c'était juste des chansons. Je chantais en anglais. Enfin, oui, enfin, c'était surtout moi qui chantais. Et on a fait pas mal de festivals. Entre autres, on a été joué au festival dans le sud comment ça s'appelait, où il y a eu Frank Zappa, Amondul. Ouais, on est passé en première partie de Frank Zappa, si ma mémoire est bonne, le festival de Biot. D'accord. Ça doit être 72, je dirais, 72, 73. On était descendu dans la camionnette de notre plombier, puisque notre clavier qui s'appelait Greco Casatsu était arrivé en disant. Il nous avait fait des affiches, alors il y avait un paquet, il avait été chez son imprimeur, il y avait un paquet écrit à la main, genre Yo, le meilleur groupe du monde, ou je sais pas quoi, enfin c'était bon. Après on était en tube Citroën, descendu sur la Côte d'Azur, et on avait fait ce festival, enfin c'est des souvenirs quand même extraordinaires. Hein. On avait trimballé l'Art Ensemble de Chicago dans la camionnette, Brigitte Fontaine, et on avait joué. Je ne sais plus quel accueil, on avait fait quelques festivals autour de Paris, on avait fait le tremplin du golf qu'on avait gagné, et puis un jour, en fait, Vincent Lamy, le chanteur, mais il était chanteur, mais je crois qu'il n'est pas resté chanteur très longtemps en fait. Je l'avais engagé non pas parce qu'il chantait bien, mais parce qu'il avait une sono, et le bassiste parce qu'il avait une basse. Et donc, peu de temps après, on était restés en contact. Je crois que. J'arrive plus à me souvenir s'ils avaient intégré puis quitté le groupe ou le contraire. Enfin bon, je dis qu'un jour ils sont venus, je pense après avoir visionné Shanana dans Woodstock. Je sais pas si tu te souviens, costume lamé, rock'n'roll et tout. Ils avaient dit au lieu de se faire chier à faire tes compositions difficiles et ésotériques, on va faire la musique la plus simple du monde, on va monter un répertoire en une semaine en écrivant des titres déconneurs. J'ai dit, j'en suis, et c'est devenu Au Manoir des Dames. Voilà. Et ça a assez rapidement marché, on a dû faire une ou deux soirées, je sais pas, un ou deux concerts, et après on a fait le tremplin du golf avec ce souvenir que je crois qu'on était passé, il me semble, le même jour que les frères Angèle. Mais Henri Leproux, qui dirigeait le golf de Rouen à cette époque, n'avait pas voulu nous décerner le prix du tremplin, parce qu'on faisait du twist. C'était quand même un truc sérieux, le tremplin du golf. Et donc ils avaient décerné le prix de la bonne humeur. Voilà. Alors, on a fait ensuite un premier 45 tours au château d'Hérouville, qui n'a pas marché du tout, qui s'appelait Chiquitelawin face A et Lamure tu jures face B. Puis on a fait un album. Le premier 45 tours qu'on a sorti s'appelait Mage des Malabars, qui est une chanson que j'avais écrite, qui nous a d'ailleurs valu des poursuites de General Food Incorporated qui détenait Malabar. C'est pour ça qu'il y a deux versions de cet album. Il y en a une vintage et qui vaut un peu plus cher que l'autre avec Mage des Malabars, mais ils nous ont intimé de ne pas utiliser leur nom, enfin surtout de ne pas associer leur nom avec Globo, qui était le chewing-gum concurrent à l'époque. Donc du coup on avait enlevé les deux. Il y a la deuxième version de l'album Twist, ça incorpore Mage de la Gomme, et non plus Mage des Malabars. Donc la vraie c'est avec Mage des Malabars. Et puis donc en fait l'album est sorti, on a sorti ce premier 45 tours qui n'a pas marché non plus, mais l'année d'après, Oh les filles, l'année d'après, Oh les filles est devenu numéro 1 au hit parade. Voilà, l'été, en été 74. Et là on a vraiment cartonné, on a fait, en 75 je crois qu'on a fait 110 concerts dans l'année. Les premières parties de Claude François, enfin bon, il y a eu des trucs en vedette, on se marrait bien. On a dû faire 100 000 bornes dans l'année ou je sais plus quoi, enfin bon, on n'a pas eu d'accident, c'est assez miraculeux, mais voilà. C'était drôle, on a bien ri. Et puis après, il y a eu des dissensions artistiques, on a fait un deuxième album qui n'est pas franchement une réussite, sur lequel il y avait Laura qui a été immédiatement interdit à la radio, qui parlait d'une tournante dans un terrain vague, bon. Quand arrive l'été, qui avait un tout petit peu marché, et puis j'ai quitté le groupe moi fin 75 en vérité. Je voulais faire autre chose quoi. Je me souviens la première fois où je suis monté sur scène, j'avais pas de groupe, c'était en vacances en Italie, à Milano Marittima.
Je me souviens aussi qu'après j'étais au Sable d'Olonne et j'allais le soir, il y avait un groupe qui est devenu Martin Circus et que j'avais sympathisé avec le groupe. Sylvain Pochard, c'était le clavier. Et il y avait un guitariste exceptionnel qui s'appelait Rolling, que j'ai après utilisé sur le premier album de Renaud, je crois, qui était un super guitariste. Ouais. Comme je te l'ai dit, donc c'était à leur initiative. Après, assez rapidement, on a recruté. Alors, pas le En fait, on a fait un premier concert. C'est assez marrant au Golf de Roubaix. Il y avait un mec dans la salle, un batteur, qui s'est dit oh, je rêve de jouer avec ces mecs-là, avec cette bande de déconneurs. Bon, il y avait mon copain Chitty qui était bassiste. Hein. Il y avait mon frère Jimmy Freud qui chantait. Vincent. Le clavier, c'était un mec qui s'appelait Jeff. Jean-François, je sais plus quoi. Il y avait un autre guitariste qui s'appelait Martial Larcher, je crois. Et c'est avec cette équipe qu'on est parti enregistrer à Aéroville. On s'était adjoint, il y avait un trompettiste qui s'appelait Luc Carissimo aussi. Et Gepetto Benglabos, que j'avais amené aussi, qui était mon copain saxophoniste, qui faisait tous les chorus de sax à la Little Richard et tout ça. Mais j'ai voulu, moi j'ai écrit la moitié du premier album. Je voulais pas trop qu'on puise dans les. Je m'étais dit, bon ben voilà, on peut écrire aussi nos propres chansons. J'en ai fait pas mal, quoi. J'ai fait, dans Bonheur des Dames, la moitié du répertoire, c'était mes propres compositions, quoi. Et tu me demandais, donc mon premier concert avec Bonheur des Dames, il me semble que c'était une soirée privée. Quelqu'un avait dû nous voir ou nous entendre. Avant que ça ait été le tremplin du golf. Je sais plus, franchement, je sais plus. Après 50 ans, putain, tu me demandes des trucs, attends. Ouais. Je vais te raconter une histoire qui est assez drôle. C'est que dans le groupe, ça picolait pas mal, mais moi, je ne bois pas. Je n'ai jamais bu d'alcool, je ne bois jamais d'alcool. Donc, et on était en tournée un jour avec Au Bonheur des Dames. Et pour faire une vanne évidemment à Gepetto qui aimait bien picoler, un soir on décide de remplacer la vodka qu'il consommait sans modération par de l'eau. Donc évidemment j'étais dans le coup, moi j'étais dans ma chambre. Donc Gepetto boit le truc. Il dit qu'est-ce que c'est que ça, il recrache, il dit qu'est-ce que c'est que ça et tout. Et tout le monde lui dit bah pourquoi qu'est-ce qu'il y a Gepetto. Et il dit mais c'est de la flotte. Alors mes copains goûtent. Mais non, c'est de la vodka. Il dit quoi, c'est de la vodka, je sens pas le goût. Alors il reboit, mais c'est de la flotte. Mais non, et il y en a un qui dit écoute, on va les faire goûter à Ramon, lui il boit jamais, tout ça. Bah, bien sûr, j'étais en coup. Donc ils arrivent dans ma piole, donnent le truc, je bois, je le crache, je dis putain, c'est super fort et tout. Et Gepetto, il était mal toute la journée, il s'était dit ça y est, j'ai perdu, pourtant il n'y avait pas encore le Covid, il avait déjà l'anosmie, ou je sais plus comment ça s'appelle quand tu perds le goût. Voilà. Plus d'autres, hein. Des anecdotes, il y en a plein. Hein. Les premières parties de Claude François, les tournées, le concert qu'on avait fait du côté de Perpignan sur un bateau, et le lendemain à 10h on avait une télé. On avait fait le concert, on était remonté en bagnole pour arriver sur une télé de Pierre Lattès. Enfin bon, les risques qu'on a pris, enfin bon, c'était épique. Épique, mais on s'est bien marré. Bah, l'histoire s'est arrêtée parce que déjà je m'entendais pas forcément, artistiquement je m'entendais pas du tout avec le chanteur, Eddie Critchell, parce que moi je voulais un peu faire mes propres trucs, je voulais essayer d'aller de l'avant. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi, aux les filles, je trouvais ça à chier, ce qui prouve mon grand sens de ce qui est commercial, je ne voulais pas l'intégrer dans l'album. J'avais écrit une chanson qui s'appelait Le Grand Soir, chanson révolutionnaire certainement, et je voulais mettre ça, et tous les autres ont insisté pour mettre les filles, je voulais pas, bon j'ai quand même joué et fait le solo de guitare, voilà, mais donc il y avait vraiment des dissensions artistiques. Au moment du deuxième album, c'était pas bien, en plus le son est pas bon, voilà, mais là j'ai un projet, je vais essayer de récupérer les masters du premier album, de Twist,
et de le remixer comme fait Steven Wilson avec les grands groupes anglais. Tu sais, il a refait Jethro Tull, Gentle Giant, tout ça, en respectant le son d'origine, mais en corrigeant, en donnant un peu plus de dynamique et tout ça, et en faisant un bel objet. Je vais essayer si j'arrive à m'entendre avec Universal. Alors Clara Bell était une amie d'études, elle faisait ses études avec la sœur de Rita, faisait des études d'histoire, et donc un jour la sœur de Rita qui s'appelait Pascal l'a emmenée en disant viens voir, c'est marrant. Bon, c'était pas du tout son truc, hein. Mon épouse elle faisait de l'égyptologie, celle qui est devenue mon épouse, et puis bon bah voilà, on s'est rencontrés, et puis on est resté, et on est toujours ensemble. T'as qu'à voir. 50 ans plus tard, ouais. Et après, bien sûr, elle a fait partie d'Odeur, puisqu'elle chantait très bien, que j'adore sa voix, et que voilà. Donc, bon. Et on a fait 2 enfants aussi. Alors, en fait, c'était quand je faisais mes études d'économie à la fac, on était 4 potes, et il y en avait un qui était gérant d'immeuble, enfin fils de gérant d'immeuble, et donc on avait décidé... en quittant Bonheur des Dames, donc je m'étais retrouvé avec un tout petit pécule, un petit peu d'argent. Et donc un jour, mon pote nous dit bah moi j'ai des caves qui sont libres dans le 5e, vous devriez aller voir. Donc on a été voir, on est tombé amoureux du lieu, mais ça a été 1 an de travaux, hein, mais c'était des murs. Et puis c'était rue Jean de Beauvais, du côté de Beaubert-Mutualité, bien fait comme ça. On a acheté, avec les sous que j'avais, on a acheté un magnétophone 8 pistes, et une petite console, et on a commencé comme ça. Je crois que notre première séance c'était Manu Katché, avec Zao, ça devait être son... Est-ce qu'il jouait avec Zao? Non, c'est Jean Mitron qui jouait avec Zao. Enfin, c'était Manu, avec qui je suis resté pote, hein. Et donc on a monté ce petit studio, puis assez rapidement, comme moi je connaissais quand même du monde, ça a commencé à faire le buzz, c'est sympa, c'est des musiciens qui tiennent ça. Donc moi je m'étais associé avec un ingénieur du son qui s'appelait Jean-Louis Rizet, avec qui je suis resté jusqu'à la fin de Ramsès. Par contre Gérard Monjouet, il s'entendait pas très bien, donc lui a quitté le giron de Ramsès, et puis c'est devenu un des gros studios parisiens. Pas très gros, mais gros studio parisien. On a eu Jonas, Renaud, McLaughlin, Billy Cobham, Albert, comment il s'appelait, James Chance, Gainsbourg, Yves Montand. Tout le monde est passé par là, quoi. Et j'en ai fait, bien sûr, le fief d'Odeur, puisque c'était mon studio et que je pouvais en profiter. Donc en échange, je filais l'édition Ramsès pour essayer qu'on ne perde pas trop de sous. Et voilà quoi. Et donc on a fait tous nos albums là-bas. Dans le délire et dans l'humour, ouais, c'était extraordinaire. Donc très important. Il y avait un auteur avec Au Bonheur des Dames qui avait écrit entre autres Laura, L'île du bonheur et d'autres chansons absolument remarquables qui s'appelait Kostrick, avec qui je suis devenu ami, et tous les deux nous avons décidé de laisser libre cours à notre imagination et notre liberté d'expression, de ne tenir aucun compte des contraintes commerciales et de faire ce qu'on voulait. Donc on a enregistré cet album, qui est le premier album d'Odeur, dans lequel figurent des trucs assez provocateurs, parce qu'il y a une marche, il y a I Want to Hold Your Hand des Beatles en marche militaire. Il y a une chanson 12 crèmes qui est une chanson. D'ailleurs, je raconterai une petite anecdote sur 12 crèmes. Une chanson que je dessinais à Gainsbourg et Birkin sur un parallèle sexo-culinaire, ou sexo-culinaire sur un mec, une femme qui fait monter des œufs en neige. Et il y avait une chanson punk, il y avait une chanson qui s'appelle Le Gros Snob. Youpi la France, parodie un peu de Michel Delpech. Mais c'est vrai que ça restait, même si j'ai composé pratiquement tout l'album, ça restait assez parodique quand même. Dans le deuxième album, il y a encore quelques trucs parodiques, mais on a commencé à faire des trucs plus personnels. Et alors, ce premier album, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai fait le tour de Paris avec. Je me suis fait jeter absolument partout. Mais il y a un type que j'ai retrouvé
il y a 15 jours, non, il y a 3 semaines, grâce à Facebook, qui est celui qui a eu les couilles de nous signer. Je suis retourné une deuxième fois chez Polydor. Il a dit c'est super. Et d'ailleurs, il se souvient que les réunions avec le service commercial, on avait amené les oreilles de porc comme cadeau, tu vois. Voilà. Donc il se souvient que c'était très provoque. D'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, on a fait 2 albums. Le premier s'est vendu à 100 000, le deuxième à 150 000, ce qui est quand même pas mal. Et Polydor s'est débarrassé de nous. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je n'ai jamais compris pourquoi. Est-ce que c'était parce qu'on était un peu provocateur ou je ne sais pas. Et après, on s'est barré chez RCA. Chez BMG, RCA BMG. Ouais. 150 000 albums. Et 150 000 albums, et des succès sur scène, des tournées, le public en délire et tout. Je sais pas. Il y avait Zenick à l'époque, pourtant je le connais un peu. Je sais pas. Peut-être qu'un jour je saurai, mais je sais pas. Bon, après on a changé, on a été chez RCA BMG, on a fait De l'amour, qui est un album que j'aime beaucoup, avec des très très belles chansons. Et alors oui, pour en revenir à Douce Crème, il faut que tu saches, il y a quelques personnes incognito sur le premier album, peut-être que tu le sais toi. Par exemple, quand on avait fait l'adaptation de Dominique Nick. Alors il faut dire aussi que j'étais pote avec Antoine Decaune, que je partais en vacances avec lui et tout, et qu'Antoine Decaune, c'est l'époque où il a fait Chorus, et il nous avait demandé, il nous avait dit, mais pourquoi tu adaptes pas le disque, parce que j'avais pas l'intention de faire de la scène au départ, sur scène. Je lui ai dit, ça va être compliqué et tout, et j'ai vu les Tubes à l'Olympia. Ça m'a foutu une claque terrible. J'ai dit, bon, on va adapter, on va déconner comme eux. Et donc on a fait, alors là je crois que c'était peut-être même notre première prestation scénique à Chorus. C'était un lundi de Pâques. On avait fait donc une parodie de Dominique Nick de Sœur Sourire, où il y avait un Jésus sur une croix en caoutchouc. Et il y a eu un courrier, genre le lundi de Pâques, le dimanche de Pâques, enfin bon voilà. Assez marrant, assez marrant. Et puis après, on a fait donc 6 semaines Bobino, 11 jours l'Olympia, 11 jours d'affilée l'Olympia, enfin voilà, des nombreuses tournées à travers la France, des tournées un peu alcoolisées, mais bon, c'était bien. Là c'était le gros déconnage, le gros déconnage. Mais moi, tu sais, comme je te disais, je suis très clean, j'ai jamais fumé un pétard, j'ai jamais pris de dope, j'ai jamais... Donc j'étais un peu le garant, le flic, gentiment, hein, mais le flic, puisque par exemple un jour j'ai un très beau souvenir de Rita Brantalou, qui malheureusement nous a quittés l'année dernière, qui avait absolument décidé il voulait absolument coucher avec un parc-mètre. Bon, chacun ses fantasmes, hein. Donc on était dans une ville, je ne sais plus laquelle, peut-être Angoulême ou je ne sais pas quoi, c'était le soir, et il a été arraché un parc-mètre dans la rue. Il s'est ramené donc devant l'hôtel avec schring, schring, on entendait les pièces, parce qu'à l'époque il y avait les pièces à l'intérieur. Donc il a été se coucher avec son parc-mètre, et j'ai été dans sa chambre. Je lui ai dit, Rita, tu ramènes ça, les flics vont débarquer, on va se retrouver en prison pour dégradation de mobilier urbain. Et donc il a ramené le parc-mètre. Mais bon, il a peut-être passé un bon moment, quand même. Il n'y en a qu'un, il n'y a qu'une bonne captation, malheureusement, qui est la Belgique. Oui. Qui est le truc qu'on avait fait en Belgique. J'ai des captations pourries. C'est terrible. Repassons l'annonce. Quand on a fait le dernier Bobino, ça devait être en 84, je crois. Je sais qu'il y a un mec de la maison de disques, Warner, qui est venu filmer. Je n'ai jamais retrouvé sa trace. Jamais. Et moi, j'ai des captations pourries. J'ai l'Olympia, mais c'est pourri. J'ai Bobino, mais c'est pourri. Je n'ai rien de bien. Je ne peux pas sortir de DVD. Bien sûr. Alors, d'abord, je fais de la pub. J'ai fait de la pub pendant très longtemps, puisque en fait, à l'époque d'Odeur, j'ai été approché pour faire de la pub. Donc, j'ai commencé à faire cet exercice. Pas très accaparant et rémunérateur, hein, il faut dire. Donc j'en ai fait beaucoup, vraiment, pendant 30 ans j'ai fait de la pub. Ça prend une journée, 2 à tout casser, et puis quand ça marche, de toute façon t'es payé pour le faire. Moi j'avais ma propre boîte de prod à une époque, dans les années 90, ça marchait très bien, donc on faisait beaucoup de pubs, on dirigeait les comédiens, ce que j'aime bien faire aussi, rencontrer des gens, voilà, après tu rencontres beaucoup de connards, mais j'ai aussi rencontré quelques créatifs de talent, avec qui je suis resté souvent en rapport d'ailleurs.
Donc la pub, c'était un exercice bon, comme ça. Les musiques de film, alors ça me passionne beaucoup plus. Euh, J'en ai fait, j'ai fait au moins 10 longs métrages et une vingtaine de téléfilms. J'en ai quand même fait pas mal. Il y en a quelques-uns qui sortent du lot, comme Bernie par exemple, avec Dupontel. Où là, quand tu réécoutes l'album, encore aujourd'hui, je l'ai écouté il n'y a pas longtemps parce que je l'ai mis sur Facebook. Putain, on avait pu y aller, quoi. C'était les guitares saturées et tout, c'était bien. C'était parce que on est vraiment en France, pour la musique de film, on est un peu parent pauvre par rapport aux États-Unis bon, où il y a des compositeurs exceptionnels. Franchement, je trouve que on sort pas tellement notre épingle du jeu. Excuse-moi, Jean-Michel Bernard, qui est mon pote, euh, et qui a fait les bonnes musiques de film d'ailleurs, pour Gondry entre autres. Bon, moi ça fait longtemps que j'en fais plus. La dernière que j'ai faite, c'était un téléfilm avec ma copine Sarah Lévy. Euh, et puis juste avant, mais j'avais eu la chance d'aller enregistrer à Ayr, le studio de George Martin, en Angleterre, pour un film de Christian Clavier. Et il y avait, on était avec le London, en plus c'était super, quoi. Je travaillais avec Jean-Philippe Good, qui est mon alter ego musical. Euh, et même si le film a absolument aucun intérêt, la musique, il y avait des belles choses. Il y avait des belles choses. Il y avait des choses compliquées à jouer, en plus c'était extraordinaire, quoi. Cette séance avec le London, c'était un truc quasiment injouable. Les mecs, les doigts dans le nez, on était vraiment impressionnés, quoi. Mm. Moi, je n'écris pas hein, les thèmes, les machins et tout, mais j'ai pas de culture, je suis autodidacte, je peux arranger des cordes et tout, mais après, il y a un mec qui passe derrière moi pour corriger les fautes et pour mettre ça en forme, quoi. Tu as mis la base quand même. Hein? Tu mets la base quand même. Oui, sur mes albums solo aussi, les arrangements sont, je t'ai dit, proches du définitif, mais il y a quand même quelqu'un qui passe derrière moi. Je préfère. C'est l'assurance. Voilà. Et donc, Vincent Chavagnac, pour ne pas le nommer, dit Turquoise, voilà, avec qui je travaille depuis maintenant une dizaine d'années. Alors, une musique de film, c'est extrêmement accaparant. C'est-à-dire que je crois que quand j'ai fait Enfermé dehors, qui était vraiment une gageure, Clarabelle voulait que je me mette sous l'exomile, je crois que j'ai fait 150 maquettes. Parce que pour satisfaire Dupontel, c'est... voilà, et puis en plus, à la fin, il m'avait mis, j'étais en compète avec Noir Désir, parce qu'il adorait Noir Désir, donc pour chaque séquence, chacun faisait son truc. Alors moi, je suis plutôt un mélodiste, eux, ils faisaient dou, ils disaient, oh, putain, c'est vachement bien. Donc, bon, c'est là que s'est arrêtée notre collaboration, d'ailleurs. Après, voilà. Après, j'ai fait 2 films avec De Caunes. J'ai fait le Coluche. Ça, c'était un grand plaisir, parce que travailler avec Antoine, c'est par contre cool, sympa. Et puis, j'ai fait 2 téléfilms avec lui derrière. J'ai travaillé aussi avec Sarah Lévy, avec Patrice Lecomte, avec Francis Kunz de Groland, avec Clavier. Mais toujours un peu toujours dans le domaine de la comédie, ce que je regrette un peu, parce que j'aurais pu faire peut-être d'autres choses. J'avais une approche assez particulière où j'essayais de mélanger l'électronique et les instruments d'orchestre. Il y avait souvent des synthés ou des guitares électriques avec des cordes, voilà, j'aime bien ça. Et j'essayais d'avoir une démarche personnelle, de pas trop copier les autres. Mais maintenant, il y a aussi un truc, c'est sur les musiques de film, on a c'est les monteurs qui en fait calent, souvent pour satisfaire le réalisateur, ils calent des musiques. Donc tu arrives, je me souviens que la dernière musique que j'ai faite avec Antoine Decaune, je crois que c'était sur l'affaire Yann Pia, me semble-t-il, ils avaient calé des trucs de Philippe Glass, avec 70 musiciens, je sais pas quoi. On n'avait pas de budget, je me dis, mais vous voulez que je fasse quoi là? Comment tu veux que je me démerde? Et une fois que le réalisateur a ça dans la tête, bah, c'est difficile de l'en sortir, tu comprends? Voilà, mais bon, écoute, j'ai adoré faire ça, vraiment, c'est un grand plaisir de faire de la musique de film, de la musique à l'image, et puis après, je me suis consacré à mes trucs, bon. On est très potes, je l'ai invité, là, il n'a pas pu venir, il m'a invité dans son émission, on est très potes, mais on se voit pas, par contre. Mais je sais que je pense qu'il m'aime bien, qu'il me respecte et inversement, hein, donc voilà. Il y a des gens que je vois encore. Là, l'autre jour, il y a un pote
j'ai connu, moi, comme j'ai fréquenté tous ces gens-là chez Coluche, en fait, parce que j'allais souvent chez Michel, où la vie sociale et artistique se passait là-bas, puisqu'il était tellement connu qu'il ne pouvait pas sortir dans la rue. Donc là-bas, j'ai connu tout le splendide, des réalisateurs, des musiciens, il y avait tout le monde. Alors, je n'ai pas gardé de contact particulier, mais quand on se voit, on sait qui on est. L'autre fois, il y a mon copain qui est tombé sur Jean Telet, l'auteur de romans, le romancier, sauf qu'il fait souvent des romans historiques, dans un café. Il dit, ah bah, je travaille avec Ramon Pipin. Oh, Ramon, c'est sympa, et tout, voilà. Tu vois, donc je dois lui envoyer mes productions. Voilà. Les musiciens, ben, j'ai gardé à 95% des très bons rapports avec eux. Il y en a qui ont un peu disparu. Il y en a aussi qui sont plus là. Il y en a avec qui je m'entends moins bien, mais bon, that's life. Hein. Mais en général, j'essaie d'être très fidèle. Le bassiste avec qui je joue, ça doit faire, Marc Perrier, ça doit faire 30 ou 40 ans que je joue avec lui, quoi. Tu vois. Batteur, j'ai un peu. Bah, Amaury, là, j'ai retrouvé Amaury avec les Excellents, que j'avais. Pour mes projets personnels, bon, c'était plus lui, parce que soit il bossait à l'époque, soit je voulais être avec des gens plus jeunes pour qu'ils m'amènent un peu un stimulus créatif, tu vois. Mais je pense qu'il a très bien compris, et là, on se marre bien avec les Excellents, et je vais faire un concert le 25 mai, là, pour mon jubilé, et par contre, là, ce sera mon autre batteur qui va venir. Mais il habite plus à Paris, il y a des gens qui sont plus là non plus. Mais bon, en général, écoute, on entretient des bons rapports. Bon, il y a quelques gens qui peuvent pas me blairer, mais ça, écoute. Je me souviens de Michel parce qu'on. Alors, on n'était pas amis, hein, je ne veux pas dire qu'on était amis, mais on s'est vus souvent. Je connaissais bien. Disons, à l'époque, je connaissais bien lui, je connaissais bien Patrick Devers. Je connaissais bien Desproges, qui était vraiment un mec adorable, de Balavoine. J'ai connu tous ces gens-là. Bon, il y en a beaucoup qui ont disparu. Hein, on s'échangeait artistiquement, on allait se voir. Ils venaient voir Odeur, j'allais voir leur spectacle. On avait des musiciens communs avec Coluche. Bon, Devers, je le connaissais. Devers, je l'ai connu parce qu'il a enregistré son. Il a fait un 45 tours. Je suis un policier, je ne sais pas si tu connais. Il a fait ça à Ramsès avec mon équipe de musiciens. Enfin, c'était d'ailleurs un groupe qui s'appelait Tréponempal. À l'époque, je ne sais pas s'ils sont devenus les musiciens d'Odeur ou avant ou après, je ne sais plus exactement. Enfin, en tout cas, on a sympathisé. Après, on s'est vu. J'ai dîné chez lui plusieurs fois. Il était venu à la campagne. Enfin, voilà. Ah ouais, c'était des grands comédiens. Grands comédiens, ouais. Série noire, c'est quand même... non. Vachement bien, quoi. Et après, j'ai connu d'autres musiciens au studio, John McLaughlin, qui a accepté de jouer gratuitement sur mon premier album solo. Donc on avait sympathisé, voilà. Moi, quand j'étais jeune, c'était une de mes idoles, hein, McLaughlin, avec Ma Vishnu. C'est des grandes claques de ma vie. Hein. On allait les voir sur scène et tout, c'était extraordinaire. Et il était au studio, il a fait 2 ou 3 albums, je crois, à Ramsès, et un jour je lui ai dit, John, tiens, je fais un album, ça ferait plaisir, tu veux bien jouer? Il m'a dit, ouais. Incroyable. Gratos. Super. Après, je l'ai revu, hein, parce que j'avais un projet de film que malheureusement, j'ai jamais réussi à faire, et je lui avais demandé de participer. On était descendu chez lui à Monaco, avec ma copine Sarah Lévy. Il était d'une gentillesse extrême, vraiment. Voilà. Il vient de fêter ses 80 ans, John. Et il continue à sillonner les routes et à jouer. Il avait des problèmes d'arthrose, mais a priori ça va mieux. Il joue encore. Bon, il y en a d'autres aujourd'hui. La guitare a fait des progrès tellement fulgurants que voilà. Mais John reste un marqueur incontournable de la guitare. Il avait fait un bond à la guitare électrique dans les années 70 absolument extraordinaire. Quand on était descendu, qu'il me racontait que le matin, il répétait avec Teddy Williams et qu'après il avait joué avec Miles Davis. Bon, tu crois rêver quand même, hein, mais c'était ça. En fait, en 1995, avec mon camarade de l'époque, Yves Hirschfeld, on avait eu l'idée de faire des actus sur notre table. Peut-être celle-là d'ailleurs, dans mon ancien appartement. Donc on faisait, ça c'était Soyouz, ou je sais pas, une fusée, voilà. Et on avait fait ça dans l'émission de Marc Jolivet, qui était un pote à nous,
Et puis on a vendu le concept à Nulle part ailleurs. Donc pendant 1 an, on commentait l'actu une fois par semaine avec une séquence qui durait 5 minutes, tu vois, et qui s'appelait Deux doigts d'info, qui a commencé en même temps que Groland d'ailleurs. Bon, nous, on n'était pas mondains, on ne savait pas le faire, on n'allait pas dans les... Voilà, ça s'est arrêté. Et du coup, comme j'aime bien commenter l'actualité, je le fais surtout sur Twitter, je le fais moins en ce moment. Puis en ce moment, j'ai pas très envie en plus. Je le fais moins en ce moment. Et ben j'ai eu l'idée de le faire et je faisais une petite pastille tous les jours, une connerie que je racontais. Mais j'en ai fait beaucoup. Hein. Après, j'ai fait des histoires sur le rock où je raconte des anecdotes du rock. Et il faut trier le vrai du faux, parce que je raconte des trucs vrais, et évidemment à chaque fois c'est une grosse connerie, genre comment Joe Cocker a fait le cri dans Vous étiez from My Friends à Woodstock. En fait, je dis qu'il avait des chaussures trop petites, qu'il a foutu un coup dans son voilà. Mais tout le reste est vrai, donc c'est assez marrant. Hein. J'en ai fait une petite dizaine, et puis après, et ben un jour, en prenant un pot avec un pote, il me dit mais pourquoi tu fais pas des grands classiques du rock, ukulélé. Alors j'ai dit, il y avait 2 raisons. D'abord, j'avais pas eu l'idée, c'était lui. Et deuxièmement, je savais pas jouer du ukulélé. C'était donc deux raisons majeures. Et puis j'ai pris un ukulélé et j'ai fait 4 ou 5 trucs seuls qui m'ont bien fait marrer. Et après, j'ai demandé à Camille Saferis de me rejoindre. Et là, on a commencé à faire ce qui est devenu Les Excellents. Avec un épisode incroyable qui est le Billie Jean qu'on a fait avec Sylvain Fusé, parce que Camille m'avait amené un de ses potes en disant, enfin une connaissance en tout cas, en disant j'ai un copain qui joue du cor. Bon, moi je croyais que c'était du cor d'harmonie, tu vois, du cor. En fait c'était du cor de chasse, et en plus il savait pas du tout en jouer. Donc il est arrivé, on était ici à cette place, et on a dit qu'est-ce qu'on fait, on a eu l'idée de faire Billie Jean, et on lui a dit bah, puisque tu sais pas jouer, tu vas juste faire le riff, pam, pam. Bon, il était incapable de le faire, ça nous a tellement fait marrer que, en fait, la chanson ne démarre jamais. 500 000 vues. 500 000 vues sur Internet. Et voilà, et le truc a démarré comme ça, et c'est devenu des excellents. Après, Camille a décidé de quitter le groupe. Et nous, on en a fait un spectacle qui a cartonné récemment au Café de la Danse, où on rejoue le 11 et le 12 avril. On est plus d'une dizaine sur scène, avec un quatuor à cordes, et c'est assez drôle. Je crois que c'est assez drôle. C'est une petite récréation pour moi, hein, par rapport à ce que je fais d'habitude, où là, je m'amuse beaucoup à faire du détournement de texte et tout, et on essaye de respecter les arrangements originaux. Plus c'est infaisable, plus on le fait. Genre Live and Let Die ou Cashmere, qu'on va jouer là, par exemple. Mais c'est ça qui me fait marrer, quoi. Et ça marche bien, parce que il y a une double détente. Le morceau commence, les gens se disent ah, c'est ce morceau-là, et puis après ils entendent les conneries qu'on raconte, plus les textes que je raconte entre les chansons. Enfin voilà. Donc venez nombreux, je crois que c'est drôle. Et j'essaye d'être intègre, de ne pas. Il y a peu de choses dont j'ai honte en fait dans ma carrière. Alors il y a un truc que j'ai fait dont j'ai vraiment honte, c'était Rita qui m'avait forcé. Je crois que tu le trouves sur internet. Il avait fait un 45 tours qui s'appelle Ratatouille. Alors là, c'est honteux quoi. Pourquoi ? À l'époque, il était avec Colaro, il avait écrit cette chanson, et avec mon ami Jean-Michel Cachedan, on avait fait la musique et tout. C'est vraiment lamentable quoi. Lamentable. Mais bon, c'est ça. Sinon le reste, ça va, j'assume. Ouais. J'ai fait aussi beaucoup de musique de dessin animé. Hein. Ouais. Des séries qui sont un peu baladées dans le monde entier. C'était pareil, c'était extrêmement chronophage, parce que quand tu dois te taper 72 épisodes de Lucky Luke ou je sais pas quoi, je faisais ça avec mon ami Hervé Lavandier. Mais bon, c'est bien, ça se va au niveau rémunérateur, c'est intéressant. Voilà. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai pu financer mes projets personnels en vérité. Malheureusement, en fait, le livre dont tu as parlé, qui s'appelle Une jeune fille comme il faut, était au départ un scénario de film. Donc j'ai fait dans ma vie un court-métrage qui s'appelle Et tu récolteras ce que tu as semé, que tu trouves sur Internet, avec Jackie. À l'époque, il sortait de Dorothée. Jackie, qui était mon attaché de presse au Bonheur des Dames à l'époque, on est restés très amis. Et c'est l'époque où il arrête avec Dorothée, donc il ne fait plus rien. Et je lui dis, est-ce que tu veux tourner ce court-métrage ? Donc il a tourné ce court-métrage
qui n'est pas tendre avec son image, mais comme il a beaucoup d'autodérision, il a accepté de le faire. Et en fait, grâce à ce court-métrage, je crois qu'il s'était fait repérer par Ardisson, et ça lui a redonné du boulot. Il a fait le Rabbi Jackie Show, je crois, suite à ça. Regarde-le, c'est sympa. Hein. Et j'ai voulu faire un long-métrage, qui était donc une jeune fille comme il faut. C'est passé entre les mains de 5 producteurs. J'avais même un joli casting avec Eddie Mitchell, Catherine Jacob, et tout ça. Et puis malheureusement, j'ai jamais réussi à le faire. Et du coup, Oui, ça c'est un regret. Un regret. Du coup, après, je l'ai adapté, je l'ai beaucoup réécrit, je l'ai adapté en bouquin. Ouais. Là, on commence les ans commencent à s'accumuler, donc là, je me consacre vraiment à mes projets personnels. Déjà, je peux te dire qu'entre le spectacle où on fait 40 chansons là, sur scène avec les excellents, donc il y a 40 chansons à écrire, plus le spectacle à écrire, puisque malheureusement, on a très peu de répétitions, on est beaucoup, on est un peu disséminés, il y en a qui ne sont pas à Paris, donc il faut que tout soit écrit, et après... je fais mon jubilé, c'est-à-dire 50 ans de musique, de Au Bonheur des Dames à Odeur, en passant par mes albums solo. Et ça va être très bien aussi, je pense, le 25 mai, au Café de la Danse. Venez nombreux, ça va être sympa. Parce que je voudrais quand même, au moins, comme je suis un bosseur et j'essaie d'être respectueux vis-à-vis de mon public, même là, ceux qui ont vu Les Excellents à la fin de l'année, il y a 7 nouvelles chansons, donc pour ne pas proposer le même spectacle, parce qu'il y en a qui sont venus 3 fois quand même, hein. Tellement ça les a fait marrer. Et là, pour mon jubilé, mes 50 ans de musique, je vais essayer quand même de faire 1 ou 2 nouveaux morceaux, quoi. 1 ou 2 inédits. Mais bon, j'ai fait 15 albums, hein, je crois. Donc j'ai quoi ça va, j'ai du matos pour remplir 2 heures, c'est bon. Que des chefs-d'œuvre en plus, ça qui est bien. Intégrité, humour, rejet de la bêtise, ou alors assumer, sincérité, artisan. Je suis dans le djent. Tu sais ce que c'est ? Alors le djent, c'est un courant, je dirais, comment dire, du métal, du prog métal, tu vois, avec des groupes comme Aken, que j'adore, je sais pas, tu connais Aken, groupe anglais exceptionnel, ou un groupe suédois que je trouve génial, qui s'appelle Leprous, la lèpre, c'est vachement bien. Vachement bien. Alors en France, il y a Gojira qui fait ça un peu, que tu connais peut-être. Oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire ça décrasse bien les oreilles, par contre c'est d'une inventivité extraordinaire. Ce groupe Leprous, c'est à tomber, quoi. Vraiment, le chanteur, c'est un genre de chanteur d'opéra, avec des inventions harmoniques, tout ça. Bon, après j'écoute plein de trucs, hein. J'écoute aussi encore du jazz, de l'indie folk que j'aime bien aussi, des groupes vocaux, plein de choses, plein. Même si je reste attaché à... Quel génie ces mecs-là, mais c'est pas possible. Je réécoute, mais vraiment, parce que là, tu as vu, il y a ce très bel objet que je peux te montrer, Si tu veux, passe-le-moi. Un des plus beaux objets de l'histoire du rock. Hein. Voilà, un coffret de 30 albums de Gentle Giant, donc alors 11 albums studio, et des lives dont la qualité n'est pas toujours top d'ailleurs, mais vers la fin c'est vachement bien. Et vraiment, il ne faut pas oublier que Gentle Giant, c'est le groupe qui a fait rentrer le contrepoint dans le rock. C'est-à-dire que dans Gentle Giant, personne ne fait les accords. Chacun joue une partie différente qui enrichit la partie de l'autre instrumentiste. Le chanteur chante un truc qui n'a rien à voir. C'est exceptionnel vraiment. Et c'était le guitariste Gary Green, franchement, totalement méconnu. Il est au niveau des meilleurs anglais, genre le son qu'il a, genre Peter Green, Robin Trower, ces mecs-là, il est aussi bon qu'eux. Le chanteur, enfin c'était 3 frangins au départ, hein, c'est les frères Schulman, Derek Schulman, chanteur exceptionnel, son frère bassiste. Il faut écouter les parties de basse de Gentle Giant, c'est extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Non, vraiment. Et le clavier, alors lui qui sortait du conservatoire, de la Royal School Academy of London,
Donc, enfin bon, voilà. Donc Jet Set Jihad, ne manquez pas. XTC, j'ai assisté au dernier concert d'Andy Partridge à Paris. Il a fait 2 morceaux, après il est sorti, il n'est plus jamais remonté sur scène parce qu'il ne supportait pas, il était totalement agoraphobe. Mais putain, quel génie mélodique, quelle invention, quel guitariste. Les 2 derniers albums d'XTC sont, enfin les 2 derniers, les 4 ou 5 derniers sont des chefs-d'œuvre. C'est vraiment pour moi les successeurs des Beatles, hein. C'est extraordinaire, quoi. Avec pareil un bassiste exceptionnel et Dave Gregory qui était le second guitariste qui a quitté. Mais les 2 albums qu'ils ont fait sans Dave Gregory sont quand même vachement bien parce que Andy Partridge est lui-même un terrible guitariste. Et depuis 10 ou 15 ans, il s'est tu. Il fait pratiquement plus rien. Là, il sort en ce moment, il faut que je le commande d'ailleurs, il sort des titres qu'il a proposés à d'autres artistes et qui n'ont pas été retenus. Donc je vais écouter ça, c'est vachement bien. Vachement bien. Bon, à part ça, j'adore les Beach Boys, David Crosby, que j'ai vu il n'y a pas si longtemps, qui fait encore des trucs super. Becca Stevens, superbe chanteuse américaine. J'écoute plein de trucs, plein de trucs, vraiment. Et je mets d'ailleurs sur internet à peu près régulièrement la musique que j'aime, and the music I love, où je trouve des petites pépites. L'autre fois j'ai mis un groupe qui est pourtant très connu en Angleterre et qu'ici très peu de gens connaissent, s'appelle Elbow, avec Guy Garvey, chanteur un peu, je pense une des plus belles voix actuelles depuis Peter Gabriel, quoi. Superbe. C'est bien, c'est large, c'est bien. Petite culture musicale. Grosse. Non, alors par contre, les musiques urbaines, je peux pas. Je n'y arrive pas. Il y a des gens qui disent, tu devrais quand même écouter Orelsan, machin et tout. Je n'y arrive pas. Moi, je suis attaché à la mélodie. Il faut que ça m'étonne. Il faut que ça m'accroche l'oreille. Le rap, je peux pas. Quant au texte, on n'en parle même pas. Ou au truc français, l'autre fois, j'ai mis un groupe qui s'appelle... Comment il s'appelle, l'impératrice, ils se sont mis à 7 pour écrire un texte. Mais... Bon, enfin. Alors, lorsque je travaille pas, je bouquine, j'écoute de la musique, je regarde des films ou des séries. Ou je vois des amis aussi, ça m'arrive parfois. Voilà, mais j'essaie de regarder un film par jour parce que j'aime beaucoup le cinéma. Bon, en ce moment, je suis un peu l'art du cinéma, mais j'ai vu un petit film là récemment que j'ai trouvé vachement bien, qui s'appelle que personne connaît. Hein. Donc si je te donne un titre, ça te dira rien. Ça s'appelle, c'est l'histoire d'un mec qui trouve une VHS. Il vit avec sa mère, il garde sa mère et il trouve une VHS. Ça se passe dans les années 80 et il trouve une VHS et cette VHS c'est un ami. Donc c'est une VHS, alors en fait il parle, mais le mec fait des pauses et tout ça, il dit « je vais devenir ton ami » et tout, puis après ça commence à dériver, à devenir un peu un petit film d'horreur et tout, c'est vachement bien. Donc ça m'occupe beaucoup, et je bouquine quand je peux. Là, je suis en train de lire l'excellent bouquin de Laurent de Wied qui s'appelle les Fous du son, je crois, sur l'évolution de la musique électronique, les synthés et tout ça, vachement bien, très bien écrit et tout. Bravo Laurent de Wied, qui est un pianiste de jazz. Voilà. Puis de la littérature, hein, bien entendu, bon, aussi. Quand j'ai le temps, Philippe Roth, tous ces gens-là, j'adore, j'ai lu beaucoup. Là, j'ai le dernier Welbeck, je ne l'ai pas encore lu, mais bon, voilà. J'ai pas le temps de tout faire. Puis je bosse dans la journée aussi. Écoute, au début j'étais assez inquiet parce que comme j'ai du mal à me déplacer, non, j'ai vécu à manière assez paranoïaque. J'ai eu le Covid au début en fait. Ça m'a rien fait. Hein. J'ai eu de la fièvre pendant 3 jours. Mon épouse, Clarabelle, pareil. Mais j'avais la trouille. Hein. J'ai 2 potes qui sont morts quand même. J'ai un pote de lycée qui est mort. J'ai un pote médecin qui est mort. Là, j'ai été voir un mec qui est un de mes très bons amis qui est resté 15 jours dans le coma. Il s'en est sorti, il va bien. Bon, il était anti-vax, hein, donc il ne s'est pas vacciné. Bon, voilà. Donc moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et puis, j'en ai profité pour travailler. Hein. Moi, je n'ai pas arrêté. Je suis resté enfermé beaucoup. Hein. Je ne suis pas un grand voyageur et ça ne me pèse pas beaucoup. L'enfermement, non. Je sais pas, autant mon épouse, il faut qu'elle sorte tous les jours, moi je m'en fous complètement.
Je voyage dans ma tête. La liberté n'a pas de prix. En ce moment, je pense que c'est le message qu'il faut faire passer. Alors, Nous sommes tous frères, c'est une chanson que j'ai écrite c'est ma dernière collaboration avec Costric. Bon, même si j'ai eu l'idée, il en a écrit la moitié. En 85, donc 85, je ne sais pas exactement ce qui se passait dans le monde, mais la pochette résume bien au fond de ma pensée. C'est la définition de l'ironie, c'est-à-dire vouloir faire passer le message contraire de ce que tu racontes. Donc nous sommes tous frères, la pochette de l'album, on me voit en train de sourire et je me suis pris un lion dans l'œil. Et donc, quand je dis nous sommes tous frères, je pense que si on regarde le clip, on comprendra aisément que je pense exactement le contraire. Bien que j'aimerais que ce soit vrai, et quand je regarde les trucs genre Woodstock, ou même si c'était la guerre du Vietnam et tout ça, ou le Flower Power et tout, je me dis putain, on a quand même vécu des trucs incroyables, quoi. J'ai du mal, hein. J'ai des amis proches qui ont été anti-vax et maintenant qui disent qui soutiennent Poutine et qui. Non mais franchement, je te jure, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal. Voilà. Moi je suis démocrate, je suis. Voilà, je te dis la liberté d'expression. Alors à tous ceux qui soutiennent Poutine, voilà, il n'y en a pas en Russie de liberté d'expression, souvenez-vous-en quand même. Tu vas en prison si tu dévies de la ligne. Alors, j'avais fait cette chanson qui s'appelait Les Nouveaux Russes Blancs. Donc, alors, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est Costric. J'ai même pas fait la musique. Bon, après, on l'a joué sur scène. Là, on allait en prison pour déviance sexuelle. Donc, c'était l'histoire d'un mec qui sodomise sa dulcinée. Et donc, il y a des agents du KGB qui sont cachés sur scène. Il y en a un caché dans la télé, l'autre dans un lampadaire. Et après, il l'emmène au goulag, quoi. Voilà. Donc, c'était déjà. Très attaché à ça, mais d'ailleurs, je crois que tout mon parcours artistique, c'est ce que je défends, quoi. Et je continue à raconter ce que j'ai envie de raconter. Peut-être qu'un jour on me mettra en taule, mais on va voir. Alors une fois, on avait fait, quand on a fait le théâtre du Rond-Point, donc dans le cadre du Rire de Résistance, on avait quand même je me souviens plus dans quelle chanson. Enfin bref, nos choristes étaient habillés en burqa, et quand elles se retournaient, elles avaient le cul nu. C'était des mecs, en plus, il y avait Rita, je sais plus quoi. Et ça, j'ai dit, non, ça on va quand même pas le mettre. Tu vois, c'était l'époque où il y avait Rushdie ou je sais pas quoi. J'ai dit non, ça on va pas le mettre sur Internet. Bon, c'est vrai que là, au début de l'année, j'ai fait sur mon premier album solo, quand j'ai repris, j'avais une chanson qui s'appelait Mon ami raciste, que j'ai réadapté, et j'en ai fait Mon ami complotiste au début de l'année. Et donc, au début de l'année dernière, enfin il y a un an maintenant. Et donc, alors, j'ai pas été vraiment censuré par Facebook, mais quand même, quand j'ai voulu prendre de la pub pour promotionner le truc, on m'a dit ce titre va à l'encontre de. Voilà. Parce qu'il y avait le mot complotiste, donc évidemment, les robots, ils comprennent pas le second degré. Si j'avais écrit ça à mon ami complotiste, j'aurais pas eu de problème. Maintenant, j'ai compris, je fais quand même très gaffe à ce que je mets sur Internet. Ouais, on est obligé de. Bah, bien sûr, on est obligé de s'auto-censurer, au risque Si j'ai plus les réseaux sociaux, comment je communique, moi ? Il n'y a plus de presse, je passe pas à la télé, j'aimerais bien, mais bon, pour le moment, tu vois, peut-être qu'avec les excellents, on va faire un truc, parce que c'est quand même très, je dirais, commercial, bon, mais voilà, pour le moment, on n'a pas. Donc à la rentrée, on doit faire une série de concerts à Paris dans une salle plus importante que le Café de la Danse. Il va bien falloir que la promo trouve des trucs, sinon, pour faire venir du monde, ça va être difficile. Hein. Bien qu'il y ait 10 000 abonnés quand même sur la page, ce qui est beaucoup, sur la page des excellents. Mais il y en a beaucoup qui habitent en province, qui ont quitté Paris parce que c'est devenu insupportable, ou qui sont empêchés et tout. Mais bon, on remplit le Café de la Danse pour le moment. Pour remplir l'autre salle, on va voir ce qui va se passer.
Oui, non, c'est un mec, voilà, c'est un mec qui est chaud sur une île déserte avec Scarlett Johansson. Bon. Et puis, Scarlett Johansson est totalement désespéré, mais le mec dit t'inquiète pas, bon, on va venir nous chercher, puis moi je sais bricoler, bon. Et puis, donc il fait une belle cabane, il va chercher de la bouffe, il pêche, mais il se passe rien entre eux, et puis au bout de 3 semaines, Scarlett Johansson se précipite dans ses bras et lui dit écoute, tu es mon sauveur, c'est extraordinaire. Bon, et bien sûr, il baise. Bon. Et puis le temps passe, il ne sait toujours personne pour venir les sauver. Et à un moment, le mec lui dit écoute, il faut que je te demande un truc. Il lui dit mais oui, je te sens pas heureux. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un truc qui va pas? Écoute, est-ce que tu feras tout ce que je te demande? Mais bien sûr, mon chéri, tu te rends pas compte, tu m'as sauvé la vie, je t'aime et tout ça. Bon, alors, écoute, ce que je vais te demander, tu vois, tu vas enlever ton petit juste au corps, là, enfin ton petit maillot de bain, et tu vas mettre une jupe que je t'ai constituée avec ces feuilles de palmier. Non, 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 c'est pas ça. Et tu vas, j'ai trouvé un jean sur la plage. J'aimerais que tu le mettes et que tout ça. Donc, tu faut que je mette un jean, mais pourquoi? Non, je t'en prie, mets un jean et tout ça. Bon. Il dit écoute, ta poitrine, c'est pas possible. Ce que je vais faire, c'est que je voudrais. Tu vois, je vais constituer un truc pour vraiment t'écraser la poitrine. J'aimerais bien que tu le mettes. Mais pourquoi tu veux que je fasse ça? Fais-moi plaisir, fais-moi plaisir. Et regarde, tu vois, et il crame un bouchon, il dit dessine-toi une moustache. Alors il se dessine une moustache, il dit maintenant va sur la plage. Donc elle va sur la plage. Et puis donc elle se balade sur la plage, elle ne comprend pas, puis à un moment, elle sent qu'on lui tape sur l'épaule, donc elle se retourne, et puis elle le voit, elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais là et tout ça? Elle lui dit hé mon pote, tu sais avec qui je baise en ce moment? Avec Scarlett Johansson. Bah oui, il peut le raconter à personne.